Nicolas Hénin, bonjour. Bonjour. Depuis quelque temps, Transavia France n'est plus limité en nombre d'appareils. Est-ce que vous pouvez nous donner maintenant le nombre d'appareils de la flotte et le nombre de destinations que vous desservez? Absolument, c'est le cas depuis 2019 où le plafond a sauté suite à un accord de groupe Air France KLM Transavia. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de croître de manière assez forte tout de suite en sortie de crise Covid. Et d'avoir aujourd'hui 71 avions à l'été 2023, un total qui va monter à 75 l'année prochaine. Et ça nous permet d'offrir dans notre réseau environ 120 destinations et 200 lignes entre la France et l'Europe bassin méditerranéen, Moyen-Orient. Justement, par rapport à ces destinations, est-ce que vous avez quelques nouveautés à annoncer aux agents de voyage et aux consommateurs pour la saison hiver 2023-2024 ? On a beaucoup de nouveautés, comme à chaque saison, ça va avec notre développement. La dominante de cet hiver, c'est vraiment un renforcement sur les destinations qu'on appelle soleil d'hiver, donc qui sont un petit peu plus lointaines et qui présentent une attractivité meilleure vue des clients français pour le tourisme notamment. Donc il y a 15 nouvelles destinations en tout et c'est principalement sur des axes comme le Cap-Vert, qu'on renforce avec 2 nouvelles destinations, comme le Sénégal, on va le servir Dakar au départ de Toulouse et de Bordeaux notamment. Et puis aussi l'Égypte, la Jordanie, on va beaucoup parler de la Jordanie cette semaine, avec un quotidien sur Amman et un vol direct sur Aqaba également. Et même Dubaï au départ de Lyon et de Marseille. Alors clairement, on peut voir que maintenant, Transavia France n'hésite plus à aller vers des destinations qui sont plus moyen courrier. Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez et qui va continuer à se développer ou c'est juste à la marge de votre activité? Non, on va le continuer à le développer. C'est surtout intéressant l'hiver. L'hiver, nous, on a un vrai enjeu d'utilisation de nos avions qu'on ne peut plus faire voler, par exemple, vers la Grèce ou vers les Baléares, comme on peut le faire l'été. Et donc, finalement, ces destinations un peu plus lointaines sont vraiment des relais de croissance qu'on cherche à maximiser parce que ça reste très attractif pour du soleil d'hiver et ça nous permet d'avoir une bonne utilisation de ces avions. Et de manière générale, nous, avec notre développement, on cherche vraiment à diversifier notre réseau pour sortir un petit peu de notre cœur de réseau traditionnel du bassin méditerranéen, pour aller plus loin vers le sud et également vers le nord, puisqu'on va annoncer cet été des nouvelles destinations aussi sur les pays scandinaves notamment. Est-ce que tu peux donner quelques détails sur les destinations scandinaves aussi ? Oui, alors en fait c'est des nouvelles destinations qui marchent très bien, hein, peut-être aussi parce que les gens recherchent des destinations l'été où il fait un petit peu moins chaud. Donc on a ouvert par exemple Oslo cet été qui a très très bien marché pour son lancement. Et dans cette veine-là, on continue l'été prochain avec l'ouverture de Bergen en Norvège et de Tallinn en Estonie. Okay. Tu parlais de l'été, justement, est-ce qu'on peut revenir sur cet été ? Est-ce qu'il a été bon comment tu juges l'activité de Transavia France cet été ? Ouais, l'été a été très bon. On a vraiment eu un retour de la demande très très important, même au-delà des niveaux pré-Covid pour nous, hein, parce qu'on a fait beaucoup de croissance entre-temps. En fait, on a retrouvé des niveaux de remplissage qui étaient ceux d'avant Covid, à plus de 90%, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, mais qu'on a vraiment vu cet été. Donc une demande de voyage très très forte sur les destinations classiques. Alors toutes les destinations ont bien marché. La Grèce a rempli à 95%, le Maroc est revenu à des niveaux aussi très très élevés parmi nos plus grosses destinations. Le Portugal, où on a fait aussi 20% de croissance de trafic. Donc de manière générale, toutes les destinations bassin méditerranéen, Afrique du Nord ont été très plébiscitées cet été. Et c'est très encourageant pour la suite parce qu'on voit aussi que ça continue sur septembre, sur octobre, que la saison s'étend. Nous on a... Je crois qu'on a à peu près 5% de capacité en moins seulement au mois de septembre par rapport au mois de juillet. Donc le mois de septembre est très très élevé aussi en termes de capacité et on voit qu'on va également atteindre 90% de remplissage en septembre. Donc la demande est vraiment très dynamique. Autre actualité un peu plus compliquée à gérer pour le monde de l'aérien, c'est la volonté persistante, on le voit, du gouvernement actuel et notamment de son ministre des Transports Clément Beaune de vouloir faire payer les moyens de transport qu'il estime un peu plus polluants. On pensait que ça allait se passer avec une taxe sur le prix du billet. Au final, non, mais c'est plus qui va toucher les infrastructures aéroportuaires qui ont d'ores et déjà prévenu que ça allait se reporter sur les compagnies ou le consommateur final. On sait que Transavia et Air France sont des gros utilisateurs des grandes infrastructures comme Orly et CDG. Est-ce que vous avez un mot à nous dire là-dessus ? On ne peut pas être satisfait, forcément.
Déjà sur le principe de la taxe en général, nous on voit bien qu'aujourd'hui la priorité numéro 1, l'enjeu crucial, c'est la décarbonation de notre secteur. Toutes les marges qu'on va dégager, elles vont être réinvesties soit dans l'achat de nouveaux avions. Nous on rentre des avions de nouvelle génération à partir du mois de décembre, on va remplacer assez rapidement toute notre flotte pour des avions qui consomment 15% de carburant moins et qui sont 50% moins bruyants. Donc ça, c'est des investissements qui sont colossaux. On a aussi des investissements très importants en termes de carburant durable. Je crois que le groupe Air France a acheté déjà 17% du SAF produit dans le monde, ce qui est beaucoup plus élevé que sa part dans le trafic mondial. Donc on voit que nous, toutes les marges qu'on va pouvoir dégager vont être investies dans la décarbonation. Bon, si on nous taxe, forcément c'est de l'argent qu'on pourra investir en moins dans cette décarbonation. Est-ce que c'est plus efficace pour la décarbonation du secteur ? J'en suis pas persuadé. Et la deuxième chose, c'est que l'effet pervers supplémentaire de cette taxe, c'est qu'elle introduit une distorsion de concurrence, ce qui est la pire des choses, parce que finalement, en taxant des aéroports et in fine les compagnies qui y opèrent, qui sont uniquement les grosses plateformes, notamment Paris, Charles de Gaulle et Orly, en fait, on va taxer de manière disproportionnée les compagnies qui y sont basées, qui sont les compagnies françaises, qui sont basées ici, qui investissent dans la décarbonation et qui créent de l'emploi. Alors que d'autres compagnies qui opèrent d'aéroports plus petits ne vont pas être taxées de cette manière. Donc cette distorsion de concurrence, elle est quand même assez difficile à avaler, on peut le dire. Merci beaucoup Nicolas Hénin et puis bon salon. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt.